Et ouais, donc c'est très très beau. Et alors donc on est passé entre la semaine dernière et là, vous avez vu que la Lune est passée de l'autre côté du Soleil par rapport à nous. Hein. On voyait, je ne sais plus qui m'avait dit, c'est vous qui aviez vu le croissant de Lune le matin, donc un dernier croissant qui suivait le Soleil, qui se couche juste après le Soleil. Et là maintenant, la Lune, vous la voyez en croissant le soir, qui se couche juste après le coucher juste après le Soleil. Donc on est vraiment passé, si le Soleil est là, la Terre est là, la Lune tourne autour de la Terre, eh bien, elle était là, et maintenant elle est là. Et entre les deux, il y avait la nouvelle Lune, c'était vendredi soir, je crois. Ok. Bon, alors, donc, je voudrais revenir un tout petit peu sur... Ah, d'abord, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu maintenant? Bon, alors, je voudrais revenir un petit peu sur la découverte du système solaire et la manière dont on a pu connaître un certain nombre de paramètres. Donc, on avait parlé du fait que la Terre est ronde, c'était assez évident. Environ, évidemment, c'est sphérique, d'ailleurs, c'est pas exactement sphérique. Donc, j'avais montré à quel point c'était totalement évident, c'est vraiment assez connu depuis toujours. Parmi limite déjà, moins 500 montrait très bien, enfin, il suffit de regarder la fameuse expérience du bateau qui passe derrière l'horizon, donc on voit plus le vent. En fait, si vous regardez les nuages à l'horizon sur la mer, vous voyez bien que, par exemple, des nuages dont vous savez qu'ils ont une certaine altitude, enfin, les nuages ne touchent pas le sol, mais vous voyez bien que la base du nuage peut toucher effectivement l'horizon, simplement parce que, oui, la Terre est ronde, si vous êtes ici, vous avez un nuage qui est élevé ici, vous le voyez au ras de l'horizon. Et vous voyez la base du nuage dans l'eau. Enfin, rien que ça vous dit bien sûr que la Terre est ronde. Et vous pouvez mesurer très précisément les choses en voyant aussi que quand on va dans le sud, c'est Aristote enseignait ça de façon très courante. Quand on va vers le sud, on voit des étoiles qu'on ne voyait pas avant. Hein, si vous êtes on est comme ça sur la Terre, voilà. On est quelque part à une certaine altitude ici, je mets l'axe d'épaule là. Eh bien, vous voyez, votre horizon est là, vous ne voyez évidemment pas sous l'horizon, donc vous voyez toutes les étoiles qui sont là. Donc les étoiles que vous voyez le plus bas possible sont dans cette direction-là. Vous ne voyez pas une étoile qui est là. Vous ne pouvez pas la voir, évidemment. Enfin, si vous vous déplacez vers le sud, vous allez de Grèce en Égypte, du coup, vous allez commencer à voir des étoiles que vous ne voyez pas. Et tout ça s'élève en fonction de la latitude. Donc, en fait, c'est très facile de connaître sa latitude. Et c'est évidemment été utilisé par tous les voyageurs qui sur les mers, où on ne sait plus trop où on est. Vous pouvez connaître votre latitude en regardant certaines étoiles que vous connaissez, à quelle hauteur elles montent dans le ciel. Quand la Terre tourne, donc la route du ciel tourne devant vous, une étoile se lève à l'est, elle monte, elle culmine quand elle passe à votre méridien, et puis elle vient se coucher. Et donc la hauteur de culmination dépend, je ne sais pas si je peux le faire non, je ne suis pas très fort en perspective. Voilà. Donc, si vous allez voir une étoile qui se lève, qui monte, voilà. Si ça, c'est l'axe. Voilà, le ciel tourne comme ça, vous allez voir l'étoile qui se lève là, qui monte et qui descend. Donc, vous avez une élévation maximale ici. Hein, donc, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, enfin, vous comprenez le truc. Et donc, si à une certaine altitude, vous avez une élévation maximale qui est, voilà, je sais pas, 40 degrés,
Si vous continuez sur la Terre, vous allez plus vers le sud, évidemment, on va se retrouver plus haut. Puis à un moment, on va être au zénith. Donc c'est très très facile de voir où on en est, c'est très facile évidemment de voir que la Terre tourne, il suffit de descendre un petit peu vers le sud, et vous voyez que le ciel se lève comme ça, et si vous montez vers le nord, à l'inverse, le ciel rebascule comme ça. Donc c'est vraiment, ce sont des observations tellement évidentes que ça n'a pas été difficile de réaliser ça. Donc ce que je vous ai montré simplement la dernière fois, c'est comment, en utilisant par ailleurs une éclipse de lune, lors de laquelle on voit directement l'ombre de la Terre projetée sur la Lune, on pouvait bien sûr confirmer que la Terre était ronde, on voit que l'ombre est circulaire, mais on pouvait effectivement mesurer le rapport de rayon entre le rayon de l'ombre et le rayon de la Lune, donc entre le rayon de la Terre, à peu de choses près, et le rayon de la Lune, et en déduire du coup, si on connaît le rayon de la Terre, donc ça Eratosthène mesurer précisément, enfin assez précisément, le rayon de la Terre, donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ, on peut en déduire le rayon de la Lune, et comme on voit son rayon apparent, on en déduit sa distance. On avait dit rapidement la dernière fois. Alors, donc il part que c'est servi de ça pour mesurer, au IIe siècle avant Jésus-Christ, pour mesurer donc, la distance de la Lune et son rayon, c'est assez remarquable. Et il s'est risqué aussi à mesurer la distance du Soleil. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors, comment on peut déterminer la distance du Soleil? Ça paraît un peu... alors évidemment, pas en y allant. Hein. Comment on peut déterminer la distance du Soleil? En fait, c'est une méthode qu'avait déjà... explicité à Aristarque, donc Aristarque de Samos, lui qui, un des premiers dont on a la trace, qui parlait du système héliocentrique, hein, pour lui le Soleil était au centre. Et donc la méthode est la suivante. Alors, il y a deux éléments, deux méthodes différentes, qui sont un peu liées, mais donc vous avez la Terre, vous avez le Soleil, et vous regardez, en fait, vous regardez le moment où la Lune est à moitié, enfin, un premier quartier ou un dernier quartier, mais vraiment à moitié. Alors, ça veut dire... On va regarder avec le reflet, là, vous voyez quelque chose? Je vais mettre là. Le Soleil, la Terre. Donc la Lune tourne autour de la Terre, pendant que la Terre tourne autour du Soleil. Et donc, lorsque vous voyez la nouvelle Lune, un premier quartier, par exemple ici, ça veut dire que l'axe Soleil-Lune est orthogonal à l'axe Terre-Lune. D'accord ? Puisque, évidemment, la partie éclairée de la Lune qu'on voit fait face au Soleil, enfin, c'est la demi-sphère qui est éclairée par le Soleil et là. Pour que vous, d'ici, vous voyez exactement la moitié de la Lune lumineuse, il faut que vous soyez ici à angle droit. Si la Lune est un peu devant, vous voyez qu'un bout, et puis si la Lune est un peu par là, vous voyez plus que la moitié. Là, vous voyez la moitié quand on est exactement à angle droit. Du coup, si vous connaissez cette distance-là, et si vous connaissez cet angle-là, d'accord? Je vais l'appeler fort. Si vous connaissez cet angle-là et cette distance-là, eh bien, vous connaissez cette distance-là. C'est de la géométrie élémentaire, d'accord? Vous voyez que vous avez en fait le... Alors, comment vous allez faire ça? Eh bien, vous voyez que ça, là, la distance Terre-Lune, c'est la distance Terre-Soleil fois le cosinus de alpha. Donc, si vous êtes capable de mesurer alpha, vous avez la distance Terre-Soleil. Alors, ça paraît très simple. Le problème, c'est que, en fait, quand on regarde, je vous encourage à le faire à la prochaine
prochaine demi-lune, qui arrive très bientôt. Regardez un mode, parce que du coup, la Lune, on la voit en partie pendant la journée. Hein, on la voit en fait pendant 6 heures du jour. Enfin, la prochaine, elle sera là. En fait, on sera... Ça, c'est le dernier quartier. Hein, ici, ça, c'est le premier quartier. Je vous encourage à faire ça. Regardez où se trouve la Lune et regardez en même temps où se trouve le Soleil. Et vous allez voir que c'est quasi un angle droit. Et ça vous dit tout de suite que le Soleil est très 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 loin par rapport à la distance thermique. Beaucoup plus loin. Donc ça, on le voit très vite, on le voit très bien. Simplement, le fait que alpha, du coup, enfin que le Soleil soit très loin, fait que alpha, c'est quasiment 90 degrés. Et du coup, c'est très difficile, en fait. D'une part, c'est difficile à mesurer précisément, mais bon, on fait des efforts et on va réussir à mesurer l'angle. Mais ça veut dire que si on fait une toute petite erreur sur alpha, le cosinus, il est quasi zéro. Et si vous vous trompez un tout petit peu sur l'angle alpha, vous allez vous tromper énormément sur la distance Terre-Soleil, qui du coup est per1 sur cos alpha. Si alpha c'était exactement un angle droit, pi sur 2, 90 degrés, le cosinus vaut 0 et on aurait une distance infinie, bien sûr. Ce à quoi on s'attend, hein, si les rayons arrivent parallèlement, le Soleil est à l'infini. Alors il n'est pas à l'infini, mais il n'est pas loin, mais vous voyez que vous divisez quasiment par 0, si vous vous trompez d'un tout petit peu, vous allez vous tromper énormément sur la distance Terre-Soleil. Donc c'est très difficile à mener. Par ailleurs, repérer des angles avec grande précision, donc c'est difficile, et c'est rendu encore plus difficile par le fait que lorsque vous voyez le Soleil dans une certaine direction, est-ce qu'il est vraiment dans cette direction-là? Vous savez qu'il y a la réfraction de l'air. Et ça, c'est un problème. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, le Soleil, vous le voyez se coucher un peu plus tard qu'il ne s'est réellement couché. Parce que les rayons... vous êtes ici, vous voyez le Soleil se coucher lorsqu'il est dans la direction de l'horizon. Évidemment, j'ai exagéré la courbure de la Terre, enfin, ou la taille du bonhomme. Mais en fait, les rayons sont légèrement courbés dans l'atmosphère, par l'effet de réfraction, on a des couches de l'air qui ne sont pas à la même température, donc qui n'ont pas le même indice optique. Et donc, en fait, vous voyez le Soleil une fois qu'il est déjà couché. Donc, vous évaluez un angle, mais en fait, ce n'est pas le bon. Alors, cet effet est très fort à l'horizon, il l'est beaucoup moins quand vous êtes, bien au-dessus de l'horizon. Néanmoins, des petites erreurs de quelques minutes d'arc, quelques divisions de degrés, sont courantes. Et comme je vous dis, comme on est sur des valeurs très très fines, enfin où on a besoin d'une précision énorme, en fait, c'est très difficile à évaluer ça. Donc, il part que tant de ça, donc c'est Aristarque de Samos qui a proposé ça. Il a fait aussi, il évalue à peu près. Alors il faut voir aussi qu'à l'époque, on s'en fiche un peu de savoir exactement quelle est la distance. Un ordre de grandeur, c'est bien. Donc ils ont fait ça, il part qu'à essayer de faire ça proprement. Néanmoins, alors il a trouvé cet angle-là, il a trouvé 87 degrés. Donc pas à 90, mais bon, à 3 degrés de l'angle droit. Ce qui est en fait une mauvaise estimation. L'angle, le vrai, on connaît maintenant, c'est 89,85 degrés. Vous voyez, c'est quasiment 90 degrés, c'est-à-dire que le Soleil est quasiment à l'infini, enfin, en termes angulaires, mais pas tout à fait, mais vous voyez que le 0,15 degrés ici qui manque, si vous trompez un tout petit peu, comme je vous disais, alors, trompez de beaucoup, on va dire, mais néanmoins, c'est très difficile à faire. C'est moi qui sais? Enfin, excusez-moi, je fais ça. Oui, enfin, voilà, donc il s'est trompé, et l'estimation de la distance du Soleil était fausse d'un facteur à peu près 20. Donc, je pensais que le Soleil était beaucoup plus près qu'il ne l'était en réalité. Déjà très loin, bien sûr, par rapport à la Lune, mais beaucoup plus près qu'on le pensait.
Très bien. Alors, il y a une autre façon de voir les choses, et je vous la présente parce que c'est très astucieux et ça illustre le type de raisonnement qu'on peut faire pour essayer de tirer le maximum d'informations simplement d'observation du ciel. C'est que vous pouvez regarder, en plus c'est une méthode qu'on va revoir après, vous pouvez regarder le temps qui s'écoule entre le dernier quartier ici, la demi-lune, la dernière demi-lune, et le premier quartier. Donc c'est le temps qu'il faut à la Lune pour passer de là à là. Et vous voyez bien sûr que, évidemment c'est exagéré, le Soleil est beaucoup plus loin, le premier quartier, le dernier quartier il est beaucoup plus près de la moitié ici, et beaucoup plus près, mais c'est exagéré là, mais vous voyez l'idée que le temps que met la Lune pour passer de la position dernier quartier à la position premier quartier est plus petit que le temps qu'elle met pour passer de la position premier quartier au dernier quartier. Et donc, en fait, si vous êtes capable de mesurer, et ça se mesure en jours, c'est plus facile, a priori. Si vous êtes capable, si le Soleil était vraiment si près que ça, vous verriez très bien que le temps que ça prend à faire ça est beaucoup plus petit que le temps que ça prend à faire ça. À nouveau, on peut donc faire cette estimation juste en regardant. Alors, Hipparch note qu'il y a... On va faire le petit calcul ensemble, juste pour se faire la main. Hipparch note qu'il y a un jour de moins entre le dernier et le premier quartier qu'entre le premier et le quartier suivant. Donc, et par ailleurs, on connaît la durée totale. 29 jours, virgule, bon bref, on va faire ça. Disons 29 jours au total. Et donc, qui se divise en deux, ça ferait donc 14,5. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plutôt 14 jours là et 15 jours là. Je le fais en gros. Et du coup, vous pouvez en déduire combien de temps ça prend à la Lune de faire ça. Ça prend, eh bien, une demi-journée. D'accord ? Oui, c'est ça. Ça prend une demi-journée. Donc, ça prend une demi-journée à faire ça. Or, cet angle-là, je vais l'appeler encore alpha. Cet angle-là, eh bien, c'est le même que celui-là. D'accord ? C'est le même angle pour des 90 degrés. Cet angle-là est le même que celui-là. Donc, or cet angle, c'est l'angle parcouru par la Lune en une demi-journée. Sachant qu'elle fait 360 degrés en 29 jours. Donc, en 29 jours, vous faites 360 degrés. En 28 jours, vous faites combien? Eh bien, 720 sur 29. Hein? Ok, on va mettre 2, 3 toutes bêtes. Et donc, vous en déduisez cet angle-là. Si vous avez cet angle-là, vous avez celui-là. Puisque c'est ça, plus ça, plus ça fait 180. Donc, ça, c'est juste 90 moins cet angle-là. Et donc, vous avez l'angle qu'on avait, enfin, c'est l'angle qu'on avait avant, enfin, c'est celui-là, quoi. Enfin, si vous voulez, ça, c'est pi sur 2 moins. Enfin, c'est alpha-là, oui, on peut l'appeler bêta. C'est bêta, c'est pi sur 2 moins alpha. Bref, vous pouvez refaire la question. Alors, le truc, c'est que, quand on fait ça, enfin, quand on fait ça, il a dit, ouais, c'est bon, ça marche aussi, ça fait 87 degrés aussi. Pareil. C'est dur à mesurer précisément, on voit que c'est à peu près pareil, c'est cohérent. Bon, voilà. Donc, par ailleurs, c'est une super idée quand même, ça, c'est pas idiot, on voit bien qu'on peut tous le faire. Hein. Le problème, c'est que l'orbite de la Lune, elle n'est pas exactement circulaire. Elle est un peu elliptique, bien sûr. Et donc, suivant la position du Soleil par rapport au grand axe de cette ellipse,
de temps en temps, cette partie-là sera plus longue que celle-là, si j'exagère l'ellipse. Mais si l'axe de l'ellipse, au contraire, il est comme ça, vous voyez que ce n'est pas la même distance qui est parcourue. En plus, comme c'est une ellipse, le long de l'ellipse, maintenant vous connaissez tous, je pense, la loi de Kepler, la loi des airs, hein, qui dit que quand on est plus près, on va plus vite. Vous voyez qu'en fait, la Lune n'est pas non plus à vitesse constante le long de sa trajectoire. Donc, dire que cette petite règle de 3 qui dit que si on met 29 jours à faire 60 degrés, on met une fraction de 29 jours à faire la même fraction du cercle, bah, c'est vrai si on est à vitesse constante sur l'orbite, mais c'est pas tout à fait vrai. Bref, il y a plein de petites sources d'erreurs, et comme je disais, il faut une précision telle sur la position exacte au moment de la nouvelle Lune que, en fait, en pratique, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible de faire ça précisément. Et donc, pendant 1500 ans, en fait, on a complètement sous-estimé la taille du système solaire, c'est-à-dire la distance du Soleil, d'un facteur 20, à peu près. On pensait que le Soleil était beaucoup plus proche, et du coup que les autres planètes aussi étaient plus proches. Alors, je voudrais vous montrer comment on a réussi à faire mieux avec Cassini et la mesure de la parallaxe. Alors, la parallaxe du Soleil. Donc, comment faire mieux que ça, sachant que, par ailleurs, je ne l'ai pas dit non plus, c'est pas si simple d'estimer exactement à quel moment c'est pile la demi-lune. Parce que ça peut... Enfin, quand vous voyez la moitié, ouais, enfin, on a l'impression que c'est la moitié pendant toute la nuit, quoi, pendant plusieurs heures. En fait, c'est la moitié à un moment donné. 10 minutes avant, c'était pas encore la moitié, et 10 minutes après, c'est déjà plus la moitié. Or, pour avoir une bonne précision, même à 20-30% près de la distance du Soleil, il vous faut une précision, compte tenu du fait qu'on est sur ces angles quasi 90 degrés, il faut une précision qui reviendrait à déterminer la position, enfin, le moment exact de la demi-lune à quelques secondes, allez, peut-être minutes près, mais pas moins. Et donc vous voyez bien aussi que là, il y a une incertitude qui fait que c'est juste pas possible d'utiliser cette méthode de façon précise. Donc, l'astuce, évidemment, il faut trouver une autre approche, et l'astuce, c'est donc d'utiliser la parallaxe. Alors, vous connaissez tous le principe de la parallaxe, ça aussi, c'est une technique géométrique qui était bien connue depuis toujours. Enfin, d'ailleurs, il suffit de fermer un œil pour se rendre compte de l'effet de parallaxe. Hein. Vous prenez votre doigt, vous fermez un œil et vous voyez que l'arrière-plan se déplace, ou que votre doigt se déplace devant l'arrière-plan. Hein. Donc, si vous regardez d'ici, parce que juste les yeux sont pas si vous avez un objet ici, quand vous êtes là, sur l'arrière-fond ici, vous le voyez là, et quand vous êtes là, vous le voyez là. Donc si vous avez une toile de fond fixe, par exemple les étoiles fixes qui sont loin, très loin, enfin, qui sont fixes, la Terre tourne, donc elles ont l'air de se déplacer, mais elles se déplacent tout en blanc. Si vous avez un astre qui est devant, par exemple une planète, par exemple le Soleil, le problème c'est quand c'est le Soleil, vous ne voyez plus les étoiles derrière. Donc malheureusement, ça ne peut pas directement s'appliquer comme ça pour le Soleil, mais il y a des astuces compliquées. Voilà. Donc, si vous êtes, l'idée c'est que si vous êtes en deux points différents de la Terre, alors avec nos deux yeux ça marche bien quand l'objet n'est pas loin. Évidemment, pour les distances de planètes, ça ne va pas le faire si facilement. Donc, il va falloir déplacer les deux yeux de beaucoup pour arriver à avoir une toute petite variation de direction par rapport à l'arrière-plan. Alors, typiquement, vous allez vous servir de la taille de la Terre. Donc, si le mieux que vous puissiez faire, vous mettez à deux points diamétralement opposés sur Terre, et vous regardez le même objet. Alors, sauf que vous ne verrez pas le même objet si vous êtes... Vous ne voyez pas le même ciel, mais enfin, donc vous essayez de faire au mieux. Alors, Cassini a fait ça. En fait, donc, ils ont fait des campagnes. Alors, Cassini, je vais vous parler de Cassini parce que c'est vraiment un grand génie, Jean-Dominique Cassini, Giovanni Domenico Cassini. Avec Picard,
Mais, bon, on va dire essentiellement avec... il s'appelle celui qui était... Excusez-moi. Ça va me revenir, je ne l'ai pas noté. Ah si, c'est ça, c'est Jean Richer, bien sûr. Donc lui, avec Pierre Romer, tout ça, ils étaient à Paris. Et Jean Richer était à Calais. Donc, oui, il y a une bonne distance d'écart. Et en fait, ce qu'ils ont observé, c'est la parallaxe de Mars pour en déduire la parallaxe du Soleil et donc toutes les distances. Bref. Je vais y venir, mais donc vous voyez qu'il faut mettre en place une technique si vraiment on veut mesurer une distance précisément dans le système solaire. Il faut faire des choses qui commencent à être quand même très élaborées. D'autant qu'il n'en reste pas moins, même avec un grand bras de levier, si je peux dire, enfin un grand écart ici entre deux points de la Terre, il n'en reste pas moins que les différences d'angle restent extrêmement faibles, parce que les corps qu'on observe sont très très loin. Donc il faut des précisions sur l'angle qui sont redoutables, et il faut des précisions temporelles aussi redoutables, parce qu'il faut regarder au même moment. Ou alors, pas au même moment, mais il faut arriver à corriger très précisément, voir de combien les choses sont déplacées entre les deux instants. Donc, vous voyez que c'est un travail qui est extrêmement délicat, et d'avoir mesuré cette parallaxe du Soleil, de Mars, pour en déduire la taille du système solaire, c'est un exploit assez extraordinaire. Donc ça a été fait à la fin du XVIIe siècle, j'en dirai un mot. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est possible de connaître les distances relatives entre les planètes sans connaître leur distance absolue. Ça, cette parallaxe permet de connaître précisément la distance absolue, par exemple ici de Mars, si vous connaissez la distance entre les deux points sur la Terre. De la même façon, ce qu'on a vu la dernière fois pour l'éclipse de Lune, vous avez l'ombre de la Terre qui vient empiéter sur la Lune, ça vous donne le rapport entre le rayon de la Lune et le rayon de la Terre. Ça ne vous dit pas quel est le rayon de la Lune, sauf si vous connaissez le rayon de la Terre. Mais le rapport, vous l'avez rapidement. Donc, Aristarque de Samos avait ce rapport-là. Ça se voit, je veux dire, n'importe quel éclipse de Lune, vous voyez le rapport entre les deux rayons. En supposant que l'onde de la Terre est symétrique. Oui. Je ne vois pas trop comment on voit le rapport avec juste un petit bout. Vous voyez ici la courbure, vous complétez le cercle, même mentalement, et vous en déduisez. Par ailleurs, je vous avais montré comment il utilisait la durée du passage de la Lune dans l'ombre de la Terre pour voir que ça met un certain temps et ça met combien de fois, pour voir combien de fois le rayon de la Lune ça fait. Je trouve 3,7, un truc comme ça. Enfin, bref. Donc, vous pouvez avoir très facilement le rapport des rayons, mais donc Aristarque avait ça, mais il n'avait pas le rayon de la Terre. Ératosthène, un peu plus tard, mesure le rayon de la Terre, et du coup, il part pour refaire les choses précisément et en déduire, à partir de ce rapport, déduire le rayon de la Lune, et donc sa distance, etc. Alors, la même chose s'est produite pour le système solaire. On avait cette estimation de la distance Terre-Soleil, mais elle n'était pas bonne. Alors, on ne savait pas. Si on s'en doutait quand même un peu, on voit bien que c'est compliqué. Vous faites 3 fois la mesure, vous avez 3 fois des choses différentes. Mais bon, il était quand même admis, grosso modo,
que le Soleil était à telle distance, que l'angle de 87 degrés n'était pas mauvais. Bon, quoi qu'il en soit, même sans connaître cette distance, on peut connaître les rapports de grandeur dans le système solaire. Et alors, c'est ça que je voudrais vous montrer maintenant. À nouveau pour communiquer la beauté de la chose. Parce qu'il m'épate à chaque fois, c'est que ce soit si simple en fait. La géométrie, c'est assez redoutable. Alors, la chose la plus simple à faire, c'est lorsque vous considérez des planètes intérieures, donc vous avez le Soleil. Alors évidemment, il faut la vision héliocentrique. Hein. Le Soleil, puis vous avez une planète intérieure par rapport, donc intérieure, c'est-à-dire que vous avez le rayon de la Terre, donc vous avez une planète qui tourne, il y a une distance plus petite du Soleil. Donc, malheureusement, dans notre système, il n'y en a que deux, hein, Mercure et Vénus, vous savez, hein, Mercure, puis planète, puis Vénus, puis la Terre, puis Mars, etc. À ce moment-là, depuis la Terre, vous allez vous observer Vénus, par exemple. Ça, les anciens l'ont remarqué tout de suite. Vénus est toujours très près du Soleil, en fait. Parce que, au plus loin, elle est là. Et puis, évidemment, elle peut être pile dans l'axe du Soleil. Et puis, au plus loin de l'autre côté, elle est là. Vous n'aurez jamais le Soleil là et Vénus là, évidemment, puisque c'est elle qui est entre vous et le Soleil, pas vous qui êtes entre... Donc, vous voyez bien, juste en regardant le mouvement de Vénus au cours de l'année, que de temps en temps, elle se rapproche du Soleil, de temps en temps, elle s'en éloigne, mais il y a une distance angulaire maximale ici. On va changer un θ. Vous avez un θ max. Cette distance maximale, cette distance angulaire maximale, que vous mesurez, vous donne le rayon de l'orbite de Vénus par rapport au rayon de l'orbite de la Terre. Ici, vous avez, je vais l'appeler RT pour le rayon de l'orbite terrestre, ici. Ça va être RP comme planète, donc ça peut être Vénus ou Mercure, ou si vous êtes dans un autre système, ça peut être toutes les planètes qui ont des orbites intérieures à l'orbite terrestre. Et donc, vous pouvez tout de suite voir que, alors dites-moi, c'est quoi le rapport là? Vous avez, donc l'angle droit est ici, ok, donc vous voyez que RP, le rayon de l'orbite de la planète, c'est le rayon de l'orbite de la Terre, fois le sinus de l'angle. Oui, c'est très facile d'avoir le rapport des deux. C'est le sinus de l'angle que vous mesurez. Vous regardez, vous faites ça... en un an, vous avez l'élévation maximale, enfin la distance maximale. Alors, si vous faites ça sur des millénaires, vous avez une précision colossale en fait. Donc, le rapport des rayons de l'orbite de Vénus, Mercure et l'orbite de la Terre est très simple à connaître. Alors, j'ai noté les chiffres. Voilà, donc pour Mercure, qui est proche du Soleil, comme vous savez, on a un angle maximal de 2 degrés, 46 minutes. Vous savez que la minute, c'est un 60e de degré. Et donc, tout simplement, vous faites sinus de ça et vous voyez que vous avez donc le rayon d'orbite de Mercure, c'est à peu près 0,387 fois le rayon d'orbite de la Terre. Et puis pour Vénus, peu importe les chiffres exacts, bien sûr, vous avez 46 degrés 18 minutes à peu près, et ça vous donne un rayon de 0,720. Alors, en réalité, les orbites ne sont pas tout à fait circulaires, donc il faut tenir compte de l'excentricité, donc on peut raffiner les choses. Mais enfin, vous voyez l'idée, vous pouvez obtenir ces rapports de distance de façon finalement assez précise
par l'observation simplement du mouvement des planètes dans le ciel. Alors, ça marche bien donc, pour les planètes intérieures. Qu'est-ce que vous faites pour les planètes extérieures? Parce que quand une planète vient tourner derrière, ah ben là, vous ne pouvez pas utiliser ça. Il n'y a pas d'angle maximal. Vous pouvez avoir la planète à l'opposé. Alors, l'astuce, et vous allez reconnaître l'idée d'Aristarque qu'on vient de voir avec la Lune. L'astuce, c'est d'utiliser le temps qui s'écoule entre l'opposition Terre, donc prenons Jupiter, je ne sais pas, qui tourne beaucoup plus loin. Vous allez regarder le temps qui s'écoule entre la position où Jupiter, je vais l'appeler P comme planète, ça va marcher pour toutes les planètes extérieures. Le temps qui s'écoule entre la position de la planète à l'opposé du Soleil, ce qu'on appelle une opposition, donc c'est-à-dire que donc la planète est à son élévation maximale dans votre ciel, pile à minuit. C'est exactement vrai, parce que c'est très facile à voir quand est-ce qu'on a l'opposition. Donc vous regardez le temps qui s'écoule entre l'opposition et le moment où, un peu plus tard, enfin, des jours, des mois plus tard s'il le faut, vous avez ce qu'on appelle la quadrature. Donc la Terre maintenant, donc ça c'est P1, position 1, planète 1. Et puis vous avez donc la Terre comme ça. Deuxième position de la Terre, moment où vous avez un angle droit. Les planètes plus lointaines tournent moins vite, angulairement. Donc pendant que la Terre fait tout ce chemin, Jupiter par exemple a fait un chemin plus petit. Et il y a un moment, vous allez avoir la planète exactement à angle droit par rapport à la direction du Soleil. Ça aussi, c'est très facile à voir. C'est par exemple le moment où où la planète est exactement plein sud, lorsque c'est exactement le coucher ou le lever du Soleil. Donc c'est très facile d'avoir un angle droit dans le ciel. Et il y a moins besoin de précision colossale comme dans le cas précédent. Donc c'est des choses qui se font pas trop mal. Oui, c'est ça. Donc, vous avez un angle droit ici, voilà. Et par ailleurs, vous pouvez donc mesurer. Alors oui, vous ce que vous voulez connaître, c'est le rayon d'orbite de la planète. Je vais appeler RP, d'accord, en vert, donc c'est le même ici. Je suppose que c'est un cercle, vous pouvez tenir compte de l'excentricité s'il le faut. Prenons un cercle. Pour la Terre, c'est quasi un cercle, hein, vous savez. Donc, et là, vous avez le rayon de la Terre. Et bien, de la même façon, si vous pouvez connaître cet angle-là, si vous connaissez cet angle-là, c'est la géométrie nouvelle, alpha, θ, on va l'appeler ici celui-là. Vous pouvez en déduire le rapport. Comment? Eh bien, à nouveau, vous voyez que, en fait, RT, vous avez RT qui vaut RP fois cosinus phi. Ok, mais c'est quoi phi? Ben, c'est très facile d'obtenir phi. Parce que phi, l'angle ici, c'est... On dirait on peut le mesurer directement. En fait, non. Nous, on est là. On ne peut pas le mesurer directement. Mais, par contre, si on sait le temps qui s'est écoulé entre le moment où il y avait Jupiter exactement à l'opposé et le moment où Jupiter est à 90 degrés, alors
on peut déterminer cet angle-là, alpha, et celui-là, bêta. Et phi, c'est bêta moins alpha. On est d'accord. Comment on détermine bêta? C'est simple. Si on sait qu'il s'est écoulé 2 mois, sachant qu'on fait 360 degrés, on fait tout le tour en 1 an, en 12 mois, eh bien, ça veut dire qu'on a tourné de 1/6 de tour complet. D'accord? C'est aussi bête que ça. Donc, si vous connaissez delta t, le temps entre les deux positions, entre la position 2 et la position 1, si vous connaissez delta t, vous savez que alpha, ce n'est rien d'autre que delta t sur la période grand T, ça vous va, la période de rotation de la Terre. Ça c'est fois le pi. Fois 360 degrés si vous êtes en degrés. C'est la fraction du temps complet de l'angle complet. Hein. Et vous savez aussi que bêta, c'est pareil, c'est delta t sur la période de la planète. Fois 2pi. C'est la même fraction de l'angle total que la fraction de la durée totale de la révolution. Donc, si vous connaissez delta t, vous mesurez. Vous avez le temps que ça a pris pour passer de l'opposition à la quadrature. On appelle ça quadrature, cette position relative quadrature, à cause de l'angle droit, de l'opposition. Donc, si vous mesurez le temps qu'il faut pour passer de la quadrature, de l'opposition à la quadrature, et que vous connaissez la durée de révolution de la Terre, vous savez de combien on a tourné. Et si vous connaissez par ailleurs la durée de la révolution de la planète, vous savez de combien la planète a tourné. Oui, ce sera l'inverse. Pour alpha, c'était planète. Ah oui, merci. C'est effectivement l'inverse. Merci. Bien vu. Voilà. Donc finalement, vous voyez que, on va dire, le rayon de la planète, c'est le rayon de la Terre divisé par le cosinus de bêta moins alpha, donc de pi delta t sur t de la Terre, c'est-à-dire 1 an, moins 2pi delta t, on va mettre en vecteur sur t de la planète. Et donc, vous avez le rayon d'orbite en proportion du rayon de la Terre et de l'orbite de la Terre. C'est assez génial. Alors, vous direz, ok, mais il faut connaître la période de révolution de la planète. Alors, on a parlé la dernière fois, suite à une question, je ne sais plus, de la période synodique. Ça paraît simple de dire, bah oui, il suffit de regarder au bout de combien de temps la planète, par exemple Jupiter, est revenue à sa même position. Mais comment on sait que c'est la même position? Ce qui est facile de voir, c'est combien de temps ça prend pour revenir à la même position par rapport à nous. Par exemple, en opposition, voilà. Comme ici. Sauf que, comme la prochaine fois qu'elle sera en opposition, nous, on se sera déplacé aussi. Et pas à la même vitesse angulaire. Donc, il ne suffit pas de voir l'angle, l'angle Terre, Soleil, planète, et dire j'attends que ça soit à nouveau le même, parce qu'on se sera déplacé. Donc ça ne nous donnera pas la révolution complète de la planète par rapport aux étoiles lointaines. Donc c'est la différence entre la période synodique
et la période sidérale. Donc, j'avais expliqué la dernière fois, la période sidérale, c'est le temps que ça met à la planète de faire un tour complet sur son orbite. Donc, c'est ça qu'on cherche. Mais ce qu'on mesure, c'est la période synodique, c'est combien de temps ça prend à la planète pour se retrouver dans la même position par rapport à nous et au Soleil. Alors, comment on relie l'un à l'autre? Bonne question. Je vais faire un petit, donc qui tourne ici, qui tourne là. Alors, comment vous pourriez estimer? Donc ça se mesure. Bon, je vais appeler ça une période synodique. Ça, et ça, c'est ce qu'on cherche, la période sidérale. Sachant que nous, on tourne pendant ce temps-là. Et en fait, on peut raisonner avec les vitesses angulaires. La vitesse angulaire de la planète, elle est scalée. Et ça, c'est 2π sur la période de la planète. La période sidérale de la planète. Sidérale. La vitesse angulaire autour du Soleil, bien sûr. Je ne vais pas préciser. Tout le monde est d'accord avec ça? Ok. Pareil pour la Terre. La vitesse angulaire de la Terre autour du Soleil, c'est 2π sur T de la Terre. Sidérale. Ça, c'est facile pour le sidéral de la Terre, parce que là, il suffit de voir à quel moment on retombe dans la même disposition des étoiles, du Soleil par rapport aux étoiles, des étoiles par rapport au Soleil. Eh bien, la différence de ces deux vitesses angulaires va donner la vitesse angulaire synodique, c'est-à-dire si on déplace une certaine vitesse angulaire là, si vous mettez dans le référentiel de la Terre qui tourne autour du Soleil, enfin dans le référentiel tournant avec la Terre autour du Soleil, comme ça, et du coup, ce corps-là, par rapport à votre, donc, sa vitesse angulaire par rapport au référentiel, héliocentrique de Copernic, sa période de rotation dans ce référentiel de la galaxie, c'est oméga planète, mais donc par rapport à vous qui tournez à oméga terre, si vous mettez dans ce référentiel-là, bah ça tourne à oméga planète ou oméga terre, tout simplement. Ouais. Du coup, vous avez oméga synodique qui vaut oméga terre, oméga planète, ou oméga planète, oméga terre, ça dépend. Alors, si c'est une planète intérieure, elle tourne plus vite, si c'est une planète extérieure, elle tourne moins vite. On va dire que la période, la vitesse angulaire, si on prend la valeur absolue, soit dans un sens, soit dans l'autre. J'ai donc ça, là, qui n'est rien d'autre que 2π sur T synodique. La période synodique de la planète. Okay. Donc vous voyez que à partir, ça se mesure très bien. Oméga de la Terre, ça se mesure très bien, 2π sur un an. Et vous en déduisez oméga de la planète, et donc la période de la planète, la vraie période de révolution de la planète. Okay. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est de la géométrie très simple. Et donc, les astronomes, patiemment, ont regardé les positions des planètes, ont noté jour après jour, pendant des siècles, des millénaires. Donc, ces paramètres, tous ces paramètres orbitaux visuels, je dirais, des planètes, ont été connus, et à partir de ces petits raisonnements géométriques simples,
on peut déterminer effectivement les rapports de distance et les rapports donc toutes les tailles relatives au sein du système solaire. Voilà. Alors on trouve, je vous ai donné ces rayons-là. Donc vous savez qu'après il y a Mars qui est plus loin, à peu près à... Je vais peut-être noter. Oui, alors Mars, donc si on compte 1 pour le rayon de la Terre, enfin le rayon de l'orbite terrestre, grosso modo ce qu'on appelle l'unité astronomique, j'en dirai un mot juste après, mais donc si on compte 1 pour la Terre, donc vous avez vu qu'on a 0,39 pour Mercure, 0,72 pour Mars, on a 1,52 pour Vénus, je veux dire, on a 1,52 pour Mars. Je vais quand même le noter, je l'aurai en tête, enfin peut-être que vous connaissez déjà 52 grandeurs. Alors encore une fois, là je fais comme si les orbites étaient circulaires, pour prendre en compte l'excentricité, mais tous ces paramètres étaient bien connus, enfin bien connus, avaient été patiemment mesurés. À l'époque de Kepler, enfin c'est Kepler qui a découvert que c'était en fait des ellipses, suite d'un travail assez fascinant et très fastidieux. Donc pour Mars, on a 1,52 pour la rayon de la Terre. Pour Jupiter, en fait c'est le demi-grand axe de l'ellipse. 5,2 pour Saturne. 9,5. Vous voyez les ordres de grandeur. Voilà, et donc jusqu'à Cassini, justement, on avait ces rapports, bien sûr, enfin on avait, oui, ça a été établi peu à peu. Kepler a découvert le mouvement elliptique, peut beaucoup plus facilement mener ces différents calculs, donc on connaît ça, mais on ne connaît pas le rayon de la Terre, on le sous-estime en fait d'un facteur 20, et donc la mesure de la taille du système solaire, donc la distance du Soleil par Cassini, donne immédiatement la distance de toutes les autres planètes, les rayons de toutes les autres planètes, et donc fait grossir du jour au lendemain le système solaire d'un facteur 20. Donc c'est assez fascinant. Kepler soupçonnait quand même Kepler avait commencé à soupçonner que les distances étaient beaucoup plus grandes que ce que disait Ptolémée, ce qu'on avait admis depuis longtemps. Je crois qu'il avait donné des valeurs un peu intermédiaires. Mais c'est vraiment la mesure par Cassini qui change la donne. Alors, quelle heure est-il? Ok. Donc, je vais vous montrer ce qu'a fait Cassini et ce qui s'est ensuivi de cette mesure extraordinaire. Ok. Alors vous voyez que tout ça s'appuie quand même sur l'idée de l'héliocentrisme. Il faut avoir cette figure géométrique en tête déjà pour bien comprendre, pour être capable de mener ces calculs. Donc quand je vous dis c'est facile d'avoir les rapports, les rapports des rayons de planètes, encore faut-il avoir le bon modèle du système solaire en tête. Et ça, bien sûr, ça ne s'est pas fait en un jour. Donc, je vais faire juste un petit rappel sur l'héliocentrisme. Donc, Aristarque de Samos, je vous l'ai déjà dit, ça c'est le 3e siècle avant Jésus-Christ, avait ce modèle héliocentrique. Mais enfin, ça, c'était pas, on ne peut pas dire qu'il a convaincu tout le monde. Quand même, l'idée générale, après, Ptolémée, qui a le 2e siècle après Jésus-Christ, qui a mis vraiment tout à plat au niveau astronomique, avec des mesures extrêmement précises.
avait en fait un modèle géocentrique qui a perduré donc, pendant, en fait, jusqu'à Copernic, hein, comme vous savez. Tout simplement parce que, bon, pourquoi, enfin, tout a l'air de tourner autour de la Terre. Il n'y a pas vraiment de raison de supposer qu'il n'en est pas ainsi. Et surtout, comme je disais la dernière fois, ça ne change pas grand-chose. Quelque part, les mouvements sont relatifs. Donc, c'est un peu arbitraire de dire non, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Qu'est-ce que ça change? Quand vous avez deux trucs qui tournent, ça dépend dans quel référentiel vous vous placez. Pour arriver à dire non, mais il y a une différence, il faut déjà aller dans des choses beaucoup plus subtiles. Et alors, justement, qu'est-ce qui a conduit à adopter définitivement le modèle héliocentrique quand on s'est. Héliocentrique pour le système solaire, parce que par ailleurs, bien sûr, vous savez que le système solaire lui-même tourne autour du centre de la galaxie est en mouvement, etc. Il n'y a pas de référentiel absolu dans l'univers. Mais c'est vrai que quand on regarde le système solaire, oui, tout tourne autour du Soleil. Ça a un sens précis. Et pour le montrer, il faut s'appuyer sur des observations beaucoup plus fines. Donc, Copernic comprend que, en tout cas, propose ce modèle avec le Soleil au centre, mais il a un problème. Donc, Soleil. Il a un problème, c'est justement le problème de la parallaxe et de la parallaxe des étoiles. Donc, vous avez. Si c'est vrai ça, si c'est vrai que le Soleil est au centre et que les planètes tournent, donc ça veut dire que nous, on est en train de tourner autour du Soleil. Mais du coup, la direction, la position des étoiles, si vous avez une étoile là, sa direction dans le ciel devrait changer au cours de l'année. Parce que là, on la voit par là. Quand on est là, on la voit par là. Quand on est là, on la voit par là. Vous voyez, par rapport à, par exemple, d'autres étoiles derrière, qui seraient plus loin, vous voyez que l'angle, mettons, par rapport à cette direction-là dans le ciel, l'angle ici, il vaut ça. Quand on était là, il valait ça. Quand on est là, c'est quasiment dans la direction. Et quand on est là, toujours par rapport à la même direction, l'angle, il est plus grand. Bref, l'angle doit varier au cours de l'année si la Terre se déplace. Et ça, Copernic, on est conscient, bien sûr. Et ça lui pose problème. Si vraiment la Terre, et surtout que la Terre doit tourner, c'est un grand rayon. Or, quand on voit les étoiles dans le ciel, on n'a pas l'impression qu'elles sont loin. Évidemment, on le sait, c'est dur de s'imaginer. Psychologiquement, on attribue une certaine distance à un certain rayon à cette boucle céleste. Ouais, je ne sais pas comment ça s'établit, mais c'est pareil, le Soleil, on a l'impression qu'il y a une certaine distance, ou la Lune, on a une espèce d'idée abstraite. D'ailleurs, c'est en grande partie ce qui fait que quand la Lune est à l'horizon près des bâtiments, de temps en temps, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus grosse. Elle n'est pas du tout plus grosse, d'accord? Simplement, il y a un repère et on a une espèce d'idée préconçue de la distance à peu près où c'est. Et du coup, on a un peu une idée de sa taille, et là, surtout quand on la voit à côté d'un truc dont on connaît la taille et vraiment la distance, ça perturbe un peu. Il y a des effets qui ne sont pas très simples à jauger, mais en tout cas, on n'a pas spécialement l'impression que les étoiles sont à l'infini. Donc, compte tenu du rayon de l'orbite de la Terre, même si à l'époque on ne savait pas quelle était la taille du système solaire, c'est à peu près 20 fois plus petit, néanmoins, on s'attend à avoir une parallaxe. Donc, ça pose un problème pour le modèle géocentrique. Si vraiment on est en train de tourner autour d'un Soleil qui est fixe, on devrait voir les étoiles changer de position au cours de l'année. Donc Copernic est conscient de ça, et du coup, il postule, en l'occurrence, il a raison, il postule que en fait les étoiles sont très très loin. Et donc avec les précisions actuelles de l'époque, on n'est pas capable de voir la parallaxe. Donc il repousse très très loin les étoiles, et c'est la bonne attitude en l'occurrence. Mais il y a un autre problème à ce modèle-là, c'est que si vous prenez par exemple Vénus,
Bah, ce modèle où les deux tournent autour du Soleil fait que de temps en temps, Vénus est plus proche et de temps en temps, elle est plus éloignée que sa position moyenne, évidemment. Mais du coup, sa taille apparente devrait croître. Quand elle est proche, elle devrait être plus grosse, et quand elle est loin, elle devrait être plus petite. Or, on ne voit pas la variation apparente du rayon de Vénus. En fait, le truc, c'est parce qu'on ne voit pas le rayon de Vénus. On voit un éclat, on a l'impression qu'elle est ronde, d'une certaine taille, mais ça, c'est un effet purement optique. En réalité, pour notre œil, c'est un point. Et après, du coup, ça fait une diffraction, etc. Enfin, on ne voit pas la taille de Vénus, réellement. On voit un point dans le ciel. Si on était capable de résoudre la taille angulaire de Vénus, alors ce serait très facile de trancher. Ok, si vraiment le modèle héliocentrique est correct, quand Vénus est là, elle devrait apparaître plus grosse que quand elle est là. Autre chose, c'est que son éclat aussi devrait varier. Or, on ne voit pas de variation d'éclat, pas nette, en tout cas. Or là, quand même, ça devrait être assez important. Parce que, entre, vous voyez, si c'est 0,723, au plus près, elle est à 0,28, et au plus loin, elle est à 1,72. Entre 0,28 et 1,72, il y a une sacrée différence. Pourquoi la lumière, l'éclairement est en 1 sur R2. Comment ça se fait que Vénus n'est pas violemment plus brillante quand elle est toute proche que quand elle est loin? Donc, quelque part, tout ça contredit complètement ce modèle-là. Et donc, oui, c'est un problème. Et d'ailleurs, Tycho Brahe, j'ai entendu parler de Tycho Brahe, qui était des observations d'une précision absolument redoutable, des observations à l'œil nu les plus précises et les plus complètes de tous les temps. Alors Tycho Brahe, je ne sais plus quand il est né, il est mort en 1601. Donc ça vous donne... C'est lui qui a invité Kepler, et quand Tycho Brahe est mort, Kepler a récupéré toutes ces données astronomiques d'une précision colossale, et c'est à partir de là qu'il a patiemment compris que les trajectoires étaient elliptiques. Kepler, qui était quasi, enfin, il est né myope et il voyait double en plus. Un truc, on appelle ça la diplopie. Donc lui, en observation, c'était pas le meilleur du monde. Il avait donc simplement être clair, mais Tycho Brahe avait des tables et des observations absolument redoutables. Donc ça n'a manifestement pas trop gêné Kepler. Quoi qu'il en soit, oui, Tycho Brahe avait un modèle un peu intermédiaire où il avait la Terre au centre, mais les planètes qui tournent autour du Soleil. Et le Soleil qui tourne autour, donc, d'accord, vous avez la Terre, vous avez le Soleil et les planètes qui tournent autour du Soleil, et tout ça qui tourne autour de la Terre. C'est un peu hybride, mais tout ça pour dire que c'est pas si simple de se faire une idée précise. Alors, la preuve observationnelle très nette qui a fait basculer les choses a été obtenue en fait par Galilée. C'est Galilée, évidemment, un fervent défenseur de l'héliocentrisme. Galilée, en fait, eh bien, il observe les phases de Vénus. Parce que c'est l'autre élément que je ne vous ai pas donné là. Si effectivement Vénus tourne comme ça autour du Soleil et la Terre autour du Soleil, on devrait avoir l'éclat qui augmente quand elle est plus près. On devrait avoir sa taille qui augmente quand elle est plus près. Mais on devrait aussi avoir des phases de Vénus. Quand elle est là, Vénus, eh bien, vue d'ici, on la voit pleine, comme la pleine lune.
quand elle est là, enfin, quand elle est là, on la voit à moitié, demi-Vénus. Quand elle est là, on voit un croissant de Vénus. Enfin, voilà, on voit un croissant sur la gauche. Et quand elle est là, on voit un croissant sur la droite. Bref, des phases de Vénus, bien sûr. Eh bien, avec l'apparition du télescope, on peut le faire. Et ce que voit Galilée, c'est que oui, il y a des phases de Vénus, et oui, elle est plus grosse quand elle est plus près. Donc on voit que quand elle est loin, elle est pleine et elle est petite, et puis quand elle s'approche, voilà, elle est voilà, on voit les croissants comme ça, c'est l'inverse. Elle est plus grosse et elle est en croissant. Après, on a un truc comme ça, et puis là, enfin bref, vous voyez. Donc il voit effectivement la variation du rayon, il voit la variation, il voit les phases, et du coup, d'ailleurs, ces phases expliquent pourquoi il n'y a pas un si net changement d'éclat, parce qu'elle est pleine quand elle est loin, et puis quand elle est proche, elle est plus grosse, elle est plus proche, mais on n'en voit qu'un bout. Donc ça se compense un peu, et grosso modo, voilà. Bref, mais une fois qu'on voit ça, c'est un peu réglé l'affaire. Donc je vous dis, il y a encore Tycho qui dit oui, mais en fait, ok, d'accord, Vénus tourne autour du Soleil, mais tout ça tourne autour de Terre. Ça colle un peu, mais ça commence à être un petit peu bancal, et donc Kepler, après, il établit le mouvement elliptique et tout comme bien. Enfin, donc Galilée scelle le sort du système solaire, si je puis dire. Alors, je vous donne. Kepler 1571, 1630. Galilée 1564, 1632. Voilà, donc. Okay. Donc, Kepler, Kepler établit les fameuses trois lois que vous connaissez. Donc, les orbites sont elliptiques. La loi des airs. Vous imaginez la précision des calculs qu'il faut, enfin des mesures qu'il faut pour réaliser que effectivement, lors d'une orbite autour du Soleil, une planète, quand elle est plus proche, elle va plus vite que quand elle est loin, de sorte que l'air balayé pour un intervalle de temps donné est la même où que soit la planète dans son orbite. Elle est plus près, l'air balayé est plus petite pour un même angle, mais elle va plus vite, et donc elle balaye les angles plus rapidement. Sachant que les excentricités des orbites planétaires sont très faibles en fait, c'est presque des cercles, hein. D'arriver à repérer, 1, que c'est pas des cercles, 2, que c'est des ellipses, 3, que l'air balayé, c'est un truc de fou, que l'air est la même, c'est vraiment très fort. On a commencé à faire des observations par télescope à partir de quelle période? Galilée pointe sa lunette au début du XVIIe, 1609, comme ça. Donc, effectivement, dès qu'on commence à observer, on va après, voilà, c'est clair. On obtient des résultats beaucoup plus précis. Ben oui. Et puis voilà, quand on commence à avoir des phases de Lune, je ne sais pas si vous avez déjà vu des phases de Vénus, je ne sais pas si vous avez déjà regardé Vénus avec des jumelles, un petit télescope, vous voyez 300, quoi. C'est juste fatal. Parce que quand elle est par là, vous voyez un 300. Voilà, c'est tout. Alors, il faut quand même savoir que
lunette de Galilée, elle n'était pas aussi précise que les petites lunettes que vous achetez pour 3 francs 6 sous aujourd'hui. Hein. Parce que l'optique, c'est compliqué de faire une belle lunette avec une optique, disons, à la fois lumineuse et précise. Il faut des dioptres bien sphériques. L'air de rien, tailler du verre suivant une sphère, c'est pas si simple. Et faire un verre bien transparent aujourd'hui, ça paraît trivial, mais enfin, la lunette qu'avait Galilée, ils n'ont pas grand-chose dedans. Hein. Alors les techniques sont améliorées, et les progrès de l'astronomie sont énormément liés aux progrès des techniques de fabrication du verre, d'usinage du verre, etc. Donc l'optique se développe énormément. D'ailleurs, il faut savoir que Kepler a beaucoup étudié l'optique, en fait. Il s'est mis à l'optique pour comprendre ces observations, parce qu'il a vite compris qu'il y avait des problèmes, comme je mentionnais tout à l'heure, des problèmes de réfraction dans l'atmosphère. Donc si vous dites, vous pouvez être super précis dans la mesure d'un angle, vous dire, je vois l'astre ou la planète à telle direction, oui, mais comme les rayons sont courbés dans l'atmosphère, donc en fait il a voulu vraiment comprendre à la fois l'optique des lunettes, la réfraction des rayons dans du verre, les miroirs, comment ça fonctionne, et puis la réfraction, etc. D'ailleurs, il a déterminé, alors il a trouvé une loi de la réfraction, qui n'est pas tout à fait correcte, il a trouvé ça, lui, où I est l'angle d'incidence, quand vous passez sur un dioptre, disons, de l'air vers un milieu d'indice N, vous savez qu'il y a une réfraction de la lumière, si vous appelez ça I, l'angle d'incidence, et ça L, l'angle réfracté, alors la vraie loi, vous la connaissez, c'est sinus I égale N sinus R. Descartes, un peu plus tard, mais postérieur, Kepler a trouvé ça, qui est juste pour des petits angles, qui est la seule chose qui l'intéressait en réalité. Parce que quand on regarde, on fait toujours, vous connaissez les conditions de Gauss, etc., on regarde toujours l'optique quasiment dans l'axe. Donc c'est assez remarquable. Kepler a fait de l'optique, a découvert, a étudié l'optique, y compris l'histoire de réfraction, etc., pour pouvoir faire sens, pour bien comprendre ces instruments, pour faire sens de ces données. Bien. Donc la loi des airs et la troisième loi, et c'est là, ça c'est une révolution extraordinaire, c'est la fameuse loi A3 sur T2 égale constante. Donc où A est le demi-grand axe de l'orbite, elliptique, donc vous avez une ellipse. Donc si vous avez une ellipse, vous ne pouvez pas donner le rayon, alors où le soleil est le foyer d'ailleurs. Donc vous prenez le grand axe et vous coupez en deux, et vous avez, donc, si c'était un cercle, ce serait exactement le rayon du cercle. Et si vous avez une excentricité, voilà, ce qui compte, c'est le demi-grand axe. Et T est la période sidérale, pas synodique bien sûr. On a vu comment on va déterminer. Donc, avec les techniques que je vous ai montrées avant pour connaître les rayons, voilà, tout ça là, donc pour les planètes intérieures en regardant l'élongation maximale, et pour les planètes extérieures en regardant le temps que ça prend de passer de l'opposition à la quadrature, etc. Avec ces techniques-là, on peut déterminer A, on peut par ailleurs connaître les périodes, comme je vous l'ai dit, et donc Kepler, avec ses mesures précises et sa compréhension globale de cette géométrie du système solaire, découvre cette loi-là, et ça, vous notez que, à la différence de toutes les autres lois, les autres connaissances qu'on avait sur le système solaire, ceci est une loi quantitative. Il y a des nombres là. Et ça change tout. C'est vraiment le début de la physique moderne. On dit que Galilée et Kepler sont les pères de la physique moderne. Parce qu'ici, vous avez une loi quantitative. C'est pas juste, ok, c'est une ellipse. Parce que
bien sûr, vous allez me dire, oh, on connaît, donc une fois qu'on a mesuré, enfin, je parle, par exemple, la distance de la Lune. Oui, d'accord, mais c'est pas une loi qui nous donne la distance de la Lune. Il se trouve que c'est tant. Ok, d'accord. Si c'était autre chose, alors ce serait autre chose. Il n'y a pas une loi physique qui contraint, qui dit ça devrait être tant. Et d'ailleurs, vous le savez sans doute, la Lune s'éloigne de la Terre progressivement. Elle était beaucoup plus proche dans le passé. Elle sera beaucoup plus distante de la Terre dans le futur. Donc, il n'y a pas une loi qui vous dit ça doit être tant de rayon. Il n'y a pas une loi qui vous dit que la distance de la Terre au Soleil, ça doit être 150 millions de kilomètres. Ça pourrait être moins, ça pourrait être plus, ça pourrait être aux planètes, c'est différent. Bref. Là, par contre, ça, toutes les planètes, où qu'elles soient, ont un certain rayon qui est ce qu'il est, ont une certaine période qui est ce qu'elle est, mais le rapport du cube du rayon au carré de la période, c'est une constante. C'est vraiment dingue, en fait. Et alors, bon, Kepler s'est mis à étudier ce qu'il appelait l'harmonie céleste, la musique des sphères, parce que ces rapports-là, en fait, il y avait une autre loi quantitative précédente, hein, c'est les lois musicales, c'est Pythagore, d'accord? C'est le moment où on découvre que l'octave, on obtient l'octave, vous avez une corde de lyre ou de ce que vous voulez, de guitare, maintenant, pas, d'accord, qui fait une note, si vous la pincez exactement au milieu, ça fait l'octave. Et si vous la pincez un tiers, ça vous fait la quinte au-dessus. D'accord ? Donc ces rapports, ou si vous prenez une flûte de Pan, la longueur du tube vous donne, si vous divisez le tube par 2, eh bien vous avez l'octave. Donc ça, cette découverte-là, c'est une loi. Une loi mathématique, c'est la première loi quantitative aussi qui relie un phénomène. Alors, sauf que ce n'est pas un phénomène naturel tout à fait au même sens, c'est lié à notre perception. On perçoit l'octave, ok, très bien. On ne mesurait pas la longueur d'onde. Maintenant, on a compris pourquoi, c'est très simple, mais. Donc, à l'exception de cette loi musicale, enfin, de l'harmonie, ces lois de l'harmonie, c'est la première loi quantitative en quelque sorte. Et donc, voilà, c'est pas un hasard si Kepler s'intéressait justement à cette musique des sphères, puisque justement, il voit bien qu'il y a des rapports ici qui ont un sens et qui sont c'est assez miraculeux. Ok. Alors, quelle heure est-il? Je voudrais être par là, très bien. Je vais vous parler. Alors, nous continuons. Qu'est-ce que j'ai noté là pour vous? Ah oui, tiens, j'ai noté pour l'anecdote. C'est Kepler qui donne. Donc, Kepler entend parler de la découverte par Galilée des satellites de Jupiter. Il reproduit lui-même l'observation, donc il est fasciné par ça, bien sûr. Il reproduit lui-même l'observation, il observe aussi ces satellites. C'est là qu'il commence, quand je vous dis qu'il se met à travailler sur l'optique, etc. Et c'est Kepler qui a donné le nom de satellite au satellite. Et satellite, je ne sais pas si vous savez, ça veut dire, enfin, ça vient du latin, qui veut dire garde du corps. Le garde du corps des planètes. Bon, c'est juste une anecdote. Ok. Ok. Alors venons-en effectivement à Cassini. Venons-en à Cassini. Jean-Dominique en français, il est né dans le... Alors, on appelle Cassini Ier parce qu'il a eu des fils qui ont continué un peu son œuvre aussi. Donc il est né en 1625, quelques repères, dans le comté de Nice, qui était la Savoie à l'époque, et il est mort en 1712 à Paris.
Et donc, c'est la grande figure attachée à l'Observatoire de Paris. C'est Colbert qui le fait venir à Paris en 1669. Donc Cassini avait déjà brillé un petit peu, il était un peu connu. En 1665, il découvre la grande tache rouge de Jupiter. Il est un peu connu. Alors, lui, très prudemment, il enseigne encore le modèle de Ptolémée géocentrique à l'université, mais bon, il se fait repérer très vite, et donc Colbert l'invite à Paris, et là, ça décolle. Il lui donne, en gros, il lui donne l'Observatoire de Paris, et sans toit libre, ça coûte tout ce que tu veux, tu l'as. Et alors, donc, arrivé à Paris, Cassini découvre d'abord des satellites, il découvre de Saturne, pardon, Jupiter c'est connu, mais il découvre donc en 1671 un premier satellite de Saturne, Japet, puis en 72 un autre satellite, Rhea, puis en 84 deux autres satellites, très bien. En 1675, il découvre ce qu'on appelle aujourd'hui la division de Cassini dans les anneaux de Saturne. Vous savez que les anneaux de Saturne, on ne les voit jamais du dessus, donc c'est plus difficile. Mais il y a un peu des structures en fait. Et il y a des trous, il y a des traits noirs dedans. Donc, là aussi, ça nécessite des précisions optiques qui sont inédites. Puis il fait des tas de mesures géographiques aussi avec Picard. Et donc en 1673, il obtient effectivement la distance de la Terre au Soleil. À partir des mesures de 1672, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en comparant les observations de Mars entre Cayenne, enfin depuis Cayenne et depuis Paris. Donc, c'était en fait alors, je vais faire un petit topo à ce sujet, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. J'ai fait des mesures au cours du mois de septembre 1672. Donc, grosso modo, l'idée, c'est de venir mesurer la parallaxe de Mars. Alors, c'est un moment où Mars est quasiment en opposition. Donc, elle est au plus proche de la Terre. Évidemment, ils attendent un moment où Mars n'est pas trop loin. Donc, vous rappelez l'idée de la parallaxe. Vous mettez en deux points différents et vous cherchez à avoir des angles différents. Le Soleil vers Mars. Et donc, si vous êtes en deux points différents, vous allez voir Mars d'ici sur l'arrière-plan d'étoile qui part par là, et d'ici qui part par là. Alors, plus Mars est loin, plus la différence angulaire va être faible. Donc, évidemment, ils choisissent le moment où Mars est le plus près possible de la Terre, c'est-à-dire le moment de l'opposition. On n'attendait pas comme ça. On va pas mesurer la distance de Mars quand c'est de l'autre côté. Donc voilà, ça se produit en septembre 72. Et donc, entre Paris et Cayenne, alors je mets Mars ici, Paris, Cayenne, on va dire, quelque part par là. Alors, le problème, c'est que du coup, c'est pas la même latitude, mais c'est pas non plus la même longitude. Il faut essayer d'imaginer un espèce de Cayenne prime qui serait à la même latitude que Cayenne, mais à la même longitude que Paris, de sorte que Mars
culmine dans le ciel, se lève à l'horizon, côté est, il culmine à l'heure dite, et puis il vient se coucher dans l'ouest. Si on est sur la même longitude, Mars culmine au même moment dans le ciel, évidemment, pour tout le monde. Si on est plus bas, ça culmine plus haut, un peu plus bas en latitude, donc à Cayenne, Mars a l'air un peu plus haut, et à Paris, Mars a l'air un peu plus haut. Mais ils vont être, alors à Cayenne prime ici, au même moment, ils vont être au maximum. Pourquoi il faut être au même moment? Parce que Mars bouge autour du Soleil et la Terre aussi. Or là, il va s'agir de mesurer des angles, des différences angulaires, à la précision de la seconde d'arc, ou quelques secondes d'arc. Donc une seconde d'arc, c'est un 3600e de degré. Un degré, c'est pas beaucoup, hein. La Lune, c'est un demi-degré dans le ciel. Donc un degré, c'est ça, vous divisez en 3600, il faut être précis, il faut pouvoir repérer la position de Mars par rapport aux étoiles à quelques secondes d'arc au maximum, parce que la parallaxe, en fait, vous allez voir, la parallaxe, c'est la parallaxe, pour tout le rayon terrestre, c'est 24 degrés. Pour le diamètre terrestre. 24 degrés, 24 secondes d'arc. Donc entre Paris et Cayenne, il y a moins déjà, comme relevé, si je puis dire. Donc il va falloir être à la seconde d'arc. Et donc, il faut être sûr qu'on repère Mars au bon moment, sauf que donc, comme Paris et Cayenne ne sont pas au même moment, à la même longitude, Mars ne va pas culminer dans le ciel au même moment. Donc en fait, ce que fait Jean Richer à Cayenne, c'est qu'il va mesurer, en fait pendant tout le mois, il mesure la position culminante de Mars, jour après jour, et donc il voit que ça varie, parce que justement Mars et la Terre se déplacent autour du Soleil. Mais entre deux jours, enfin un jour et le lendemain, si vous voulez, il voit une certaine variation d'altitude maximale de Mars, et simplement après, par une règle de 3, il peut en déduire, en interpolant entre les positions de 2 journées, il peut en déduire ce qu'il aurait vu s'il avait été à la même longitude que Paris. Hein, parce que, si vous voulez, un jour, donc en fait, il fait ça le 4 septembre et le 5 septembre, sont les données qu'on fait. Il voit que l'élévation maximale, elle vaut ça, donc ça c'est un certain angle, et le lendemain, elle vaut ça. Et il en déduit que, évidemment, c'est linéaire, au moins en première approximation, et donc il en déduit que si Mars avait culminé dans son ciel à cette date-là, eh bien il aurait eu cette élévation-là. Or, si on connaît la différence de longitude ici, on sait qu'il faut 24 heures pour faire le tour complet. Donc, on peut très bien savoir de combien de temps il faut remonter dans le temps pour se trouver virtuellement à la longitude de Paris. Vous voyez l'astuce. Au fond, chaque étape n'est pas compliquée, mais vous voyez qu'il faut avoir une vision complète de la chose. Donc, alors c'est ça qu'ils font. Ils arrivent à estimer à quelle hauteur aurait été dans le ciel Mars dans ce Cayenne virtuel à la même longitude que Paris. En faisant ces mesures, donc il y a un angle ici, alpha Cayenne, et puis il y a un angle alpha Paris. Connaissant alpha Cayenne et alpha Paris, eh bien, on en déduit l'angle ici. J'ai appelé P comme parallaxe. Et par ailleurs, en connaissant la distance entre Paris et Cayenne prime, vous connaissez la différence de latitude et vous connaissez le rayon de la Terre, vous connaissez cette distance-là, et pan, vous avez, si vous avez l'angle et
et la distance ici, vous avez la distance entre la Terre et Mars. Alors vous avez la distance entre la Terre et Mars ce jour-là. Évidemment, ça dépend. Mais si vous savez effectivement à quel moment vous êtes, donc si vous êtes en opposition ou pas loin d'opposition, enfin vous savez à quel moment vous êtes sur les orbites, si par ailleurs vous connaissez les orbites, il faut prendre en compte l'excentricité de Mars. De la Terre, c'est pas la peine, elle est vraiment très faible. De Mars, elle est un peu moins faible. Bref, vous faites les choses très proprement et vous arrivez à obtenir donc cette parallaxe et donc à déduire la distance Terre-Mars. C'est assez extraordinaire parce que c'est des mesures très précises. Oui, d'ailleurs, soit dit en passant, on veut une précision lors de la seconde d'arc, mais les écarts liés à la réfraction dans l'atmosphère, dont on a déjà parlé plusieurs fois, vous croyez que l'astre il est là, en fait, il est un peu ailleurs, puis ça bouge beaucoup avec les fluctuations thermiques de l'atmosphère, etc. Si vous voulez être à la seconde arc, d'un seul coup, c'est facile de voir la direction de l'étoile, mais si vous voulez être précis à la seconde arc, d'un seul coup, c'est l'enfer. Donc, en réalité, les écarts liés à la réfraction atmosphérique est de l'ordre de quelques minutes d'arc, c'est-à-dire 60 fois plus. Donc, comment vous faites? Alors, en fait, l'astuce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas juste regardé, ils n'ont pas vraiment regardé l'angle, enfin, ils ont vu, ils ont regardé l'élévation de Mars, mais ils ont regardé l'élévation différentielle de Mars et d'une autre étoile, de la constellation des Poissons dans laquelle Mars était à ce moment-là, parce que la position, donc, vous avez une étoile ici, et vous avez Mars pas loin. Et le truc, c'est que les deux sont affectés pareil par la réfraction de l'étoile, de l'atmosphère. Donc, si vous mesurez, en fait, ce qu'ils ont mesuré, c'est l'angle entre Mars et l'étoile à Cayenne et la différence entre l'angle entre Mars et la différence d'angle entre Mars et l'étoile à Paris, de façon à s'affranchir au debout de la réflexion atmosphérique, qui n'est évidemment pas la même, puisque justement, c'est pas à la même hauteur dans l'atmosphère. Vous voyez comme c'est subtil. Encore une fois, c'est très simple, mais d'abord, il fallait penser, et après, il faut le mettre en œuvre précisément, pour avoir donc des mesures à la seconde base. Donc, ils font quelques mesures, et ils obtiennent, ils obtiennent le résultat, et ils trouvent, alors ce jour-là, la distance entre Mars et la Terre, c'était, je vous ai fait ça, 8600 fois le rayon de la Terre. Une fois qu'on rapporte, une fois qu'on fait la géométrie terrestre, ça va bien. Et voilà, et donc connaissant ensuite, sachant qu'à ce moment-là de l'année, on avait en fait la distance Terre-Mars qui était 3/8 de la distance Terre-Soleil. À ce moment-là, la distance Terre-Mars. On en déduit la distance Terre-Soleil, et donc cette fameuse unité astronomique. Ils établissent à une unité astronomique, à peu près 23 000 rayons terrestres, plus ou moins 5 000 rayons terrestres. Donc c'est pas une précision colossale, mais enfin, quand même. Et donc ça fait, si on le traduit en kilomètres, ça fait 150, plus ou moins 30 millions de kilomètres. Voilà. Et une fois que vous avez ça, vous avez toutes les distances de toutes les autres planètes. Ça y est, vous avez donné la taille du système solaire. Avant, on avait un modèle, en quelque sorte, d'une maquette du système solaire à une certaine échelle, et on ne connaissait pas l'échelle. Et en 1673, en fait, le temps, Cassini a fait des études à partir de ces données de 1672, on donne la taille, l'échelle du système solaire. Et donc, je vous dis, ça, on prend un facteur 20 du jour au lendemain sur ce qu'on imaginait être la taille du système solaire. Donc, je vous donne les valeurs actuelles. Alors, en fait,
donc ce qu'on appelle l'unité astronomique, ça en 1958, on a appelé donc l'unité astronomique, c'était le demi-grand axe, défini comme le demi-grand axe de l'orbite de la Terre. Le problème, c'est que c'est variable. C'est variable parce qu'il y a des perturbations gravitationnelles. Vous avez une comète qui passe ou Jupiter qui met un petit coup comme ça. Et donc, si on veut être super précis, c'est pas génial. Donc, en fait, on a changé. En 1976, on a défini l'unité astronomique comme le rayon d'une orbite circulaire autour du Soleil, qui aurait une période égale à une année. Alors, en fait, de période 365, une année, c'est pareil, c'est combien? Ça varie un peu, je souviens. Donc, on définit 365,25 jours. Le jour étant défini en un certain nombre, en 86 400 secondes. 24 fois 3600. Voilà, et finalement, c'est plus ça. Depuis 2012, l'Union astronomique internationale a défini une année-lumière. Parce que ça dépend aussi, en fait, la période du orbite dépend de la distance et de la masse du Soleil, bien sûr. Si vous changez la masse du Soleil, alors elle va pas changer. Enfin, elle varie un petit peu. Bon, c'est complètement négligeable. Et le Soleil émet de la matière, et de temps en temps, il se mange des comètes, ça s'alourdit. C'est complètement négligeable comme variation. Mais néanmoins, on sent bien que c'est pas extra, ça comme définition. Alors finalement, ça a été défini comme tout simplement. Alors, tout simplement, je vous donne le chiffre, à ne pas savoir par cœur, d'accord? Voilà, donc 149 milliards, 597 millions, 870 700 mètres. Et un mètre, c'est ce que c'est par ailleurs. Mais c'est l'unité astronomique, du coup. Ah oui, j'ai mis année-lumière. Unité, j'anticipe, je suis avec l'année-lumière. Unité astronomique, ok. C'est une petite année-lumière. Oui, c'est une petite année-lumière. C'est à peu près 8 minutes lumière. Bien. Alors, bon, peu importe, en tout cas, donc maintenant c'est fixe. Ouais. L'unité astronomique, c'est ça. Et du coup, si l'orbite de la Terre varie, bah, de temps en temps, le grand axe, le demi-grand axe, c'est pas exactement une unité astronomique. On peut le mesurer en termes de ça. Oui. Il y a eu une incertitude Non, alors du coup, il n'y en a pas. On postule, c'est ça. Voilà. Du coup, il y a une incertitude sur le demi-grand axe de la Terre. Là, le demi-grand axe de la Terre, c'est une unité astronomique, mais on ne sait pas trop combien ça vaut une unité astronomique. En même temps, on sait combien ça vaut, mais du coup, on ne sait pas trop combien. Mais au moins, il vaut mieux savoir de quelle unité on parle. Voilà, plutôt que. Parce que la Terre, ça peut varier, etc. Donc, voilà, c'est défini comme ça. Donc, quand on parlera d'unité astronomique, c'est ça que ça vaut. Alors, donc jusque-là, on a fait de l'astronomie au sens où on regardait des positions, des paramètres géométriques des orbites, mais en fait, la loi de Kepler, mais plutôt la compréhension de la loi de Kepler par Newton, l'explication, la démonstration de la loi de Kepler, permet de faire maintenant de la physique, d'associer de la physique à cette astronomie. Je vous rappelle cette loi de Kepler, 1,3 sur T2 égale constante. Quand Newton découvre, enfin, ou établit la loi de la gravitation universelle, Newton comprend que la Lune tombe en fait sur la Terre.
elle est en orbite parce qu'elle tombe. Il comprend que donc, la force qui est responsable de l'orbite de la Lune autour de la Terre est la même que la force qui nous attire vers le centre de la Terre, notre point. Il comprend que la révolution des planètes autour du Soleil est liée à cette même force, que les planètes sont en train de tomber sur le Soleil. Vous savez ça. La Terre est là, voilà, c'est l'orbite. S'il n'y avait pas la force du Soleil qui attire la Terre, si elle va par là, à cette vitesse-là, à un certain moment, ben, elle pourrait continuer tout droit. Sauf que justement, elle est attirée, et donc, au lieu de se retrouver là, elle se retrouve seulement là, et puis au lieu de se retrouver là, elle se retrouve seulement là. En fait, elle est en train de tomber en permanence sur le Soleil. Donc, on peut exprimer le mouvement de la Terre autour du Soleil ou de la Lune autour de la Terre, n'importe quoi, à partir d'une seule et unique loi, donnée donc par la force de gravitation que vous connaissez tous, moins G, la masse du premier corps, la masse du deuxième corps, sur la résistance au carré, fois le vecteur unitaire qui va du corps 1 au corps 2. Ça, c'est la force que le corps 1 exerce sur le corps 2. Avec cette simple loi, on peut expliquer tous les mouvements dans le système solaire, y compris, donc c'est la même force qui est associée à notre point. Une fois qu'on comprend ça, on peut effectivement calculer les orbites des planètes. On voit qu'elles sont elliptiques. Kepler l'avait établi avant, mais donc Newton démontre que les planètes doivent avoir une trajectoire elliptique avec le Soleil au foyer, et il démontre cette loi-là. Mais s'il la démontre, il fait mieux que dire c'est constant. Il découvre quelle est la constante en question. Et la constante en question, c'est 4 pi2 sur G. Bon, c'est G sur 4 pi2. Fois la masse du Soleil, responsable de cette force de gravitation. Donc A3 sur P2 égale constante, oui, mais égale G masse du Soleil sur P2. Je suppose que vous l'avez établi, ça, sans doute dans un PD l'an dernier, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il suffit de l'écrire. Pour une trajectoire circulaire, c'est immédiat, ça se retrouve en 15 secondes. Parce que vous dites simplement que l'accélération V2 sur R l'accélération radiale de la planète autour du Soleil est égale à la force de gravitation. G. Alors, donc, si vous voulez, la force associée par la masse fois l'accélération est égale à... Et V, évidemment, V, la vitesse le long de l'orbite, c'est 2 pierres divisé par le temps que ça prend. Vous écrivez ça et tout, en une ligne, vous trouvez là-dessus. Donc c'est très simple. Et vous voyez du coup que, bah ça y est, on a pesé le Soleil. Il suffit de regarder le rayon de la Terre, de l'orbite terrestre, sa période, 1 an, pan, on a la masse du Soleil. Vous pouvez faire, alors, si c'est pas très précis, vous pouvez faire ça avec toutes les planètes. On a pour chacune le rayon, le demi-grand axe de l'orbite et la période. On trouve qu'évidemment, à peu de choses près, c'est tous constant. C'est comme ça que Kepler a établi sa loi. Il a vu que c'était constant. Maintenant, on sait ce que vaut cette constante. Elle vaut G, masse du Soleil, sur 4pi2. Alors, je dis, on a mesuré la masse du Soleil. Ah, à condition qu'on connaisse G. Et ça, c'est pas facile de trouver G. C'est facile de trouver G fois la masse de la Terre. Parce que G fois la masse de la Terre, ça, c'est l'accélération de la pesanteur.
le petit g de 9,80, que vous connaissez tous, mètres carrés par seconde, enfin mètres par seconde carré, pardon. Ça, c'est ça. D'accord? Parce que mg, c'est la force de gravitation. Donc, g fois la masse de la Terre, facile. Et j'ai fait mesurer l'accélération de la pesanteur. Oui, mais ça pourrait être une petite masse de la Terre et une grande valeur de g, ou l'inverse, enfin, vous connaissez le produit des deux, vous ne connaissez pas chacun individuellement. Or là, on peut connaître g. Et donc là, c'était l'une des expériences les plus incroyables de l'histoire de la physique, c'est la fameuse expérience de Cavendish, qui reprend les travaux de Mitchell, qui est mort avant d'avoir mis en œuvre son idée de mesurer donc l'attraction de deux masses connues l'une sur l'autre. Quelque chose qui est extrêmement fin, et donc il utilise un module de torsion, enfin, peut-être un jour on parlera, en tout cas je vous invite à regarder l'expérience de Cavendish qui permet de mesurer en pratique la valeur de G. Du coup, on en déduit la masse de la Terre, on n'a pas pesé avec une balance, mais voilà, si vous connaissez les lois de la physique, en l'occurrence simplement la loi de la gravitation universelle, dès lors que vous mesurez G en regardant juste l'attraction entre deux masses, c'est tellement faible que c'est une expérience de fou, hein. Ça c'est 1798. Hein. Donc là, il faut des techniques d'une précision redoutable et une compréhension de la physique sous-jacente très fine. Quoi qu'il en soit, en 1798, on a une mesure de G. Du coup, on en déduit la masse de la Terre, pan. Et immédiatement, aussi, on a la masse du Soleil. On sait peser le Soleil avec une précision colossale, dès lors qu'on a une précision sur G. Enfin, colossale, on n'a pas une grande précision sur G, c'est difficile de mesurer G. Mais, quoi qu'il en soit. Vous voyez comment on commence à faire, si vous mettez la physique avec l'astronomie, ok, avoir les paramètres des orbites, c'est très bien, il est à telle distance, ok. Mais là, si vous connaissez la physique par ailleurs, en l'occurrence uniquement la gravitation, vous pouvez faire des prouesses incroyables. Peser le Soleil, je ne sais pas si vous... Parce qu'on nous dit toujours, ouais, telle planète, à telle masse, etc. Ouais, et comment c'est ça? D'ailleurs, comment on sait que Jupiter a telle masse? En fait, c'est pareil, une fois qu'on a compris ça, à ce moment-là, il suffit de regarder les satellites de Jupiter maintenant. Vous voyez à quelle distance, une fois que vous savez à quelle distance est Jupiter, vous voyez angulairement à quelle distance est le satellite. Donc vous prenez Jupiter, vous avez un satellite Jupiter qui ça autour. Vous voyez l'angle de son orbite, donc vous en déduisez la taille de l'orbite de Jupiter, enfin du satellite de Jupiter, et vous regardez la période. Vous attendez le lendemain qu'elle soit revenue, quoi, tout simplement. Et donc vous avez la distance, la période, vous avez G M Jupiter sur 4 pi 2. Vous multipliez par 4 pi 2, vous divisez par G, ça, vous avez la masse de Jupiter. C'est fou quand même. Donc quand on comprend les observations, c'est juste des photons qui nous viennent. C'est juste des photons qui viennent, tiens, un petit point à côté de Jupiter. Ah, puis tiens, il se déplace. Ouais, ben ça vous donne la masse de Jupiter. Parce que vous connaissez 2-3 choses en physique, 2-3 choses élémentaires. Alors imaginez, quand on a commencé à comprendre beaucoup plus de choses en physique, et qu'on a commencé à avoir des observations de plein de choses, pas juste quelques photons qui viennent, et ben, voilà comment on sait ce qu'on sait sur l'univers. Donc on verra peu à peu, parce que ça commence à être l'heure. C'est mieux, j'ai juste encore le temps de dire une chose. On verra, voilà, un certain nombre de choses qu'on a pu découvrir sur l'univers qui sont tout à fait fascinantes et qui sont inattendues. Par exemple, que l'on puisse... Enfin, ce qui est inattendu, bon, c'est inattendu que l'univers soit tel qu'il est, ok, mais c'est aussi inattendu qu'on puisse savoir ce genre de choses. C'est-à-dire, si vous retournez, je ne sais pas, si vous allez voir Platon et vous lui dites « Oh, je vais peser le soleil, on va connaître la masse du soleil », c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Alors, je ne sais pas si vous savez, en première moitié du 19e siècle, Auguste Comte a écrit très précisément que il y a une chose qui serait à jamais hors d'atteinte, c'est la composition du Soleil. De quoi est fait le Soleil? Parce qu'on ne peut pas y aller, si vous y allez, bon, d'abord, pour lui, on ne peut pas y aller évidemment, combien on pourrait y aller
Et pour faire une mesure, je ne sais pas, chimique, évidemment, on brûlerait immédiatement. Donc, il a dit c'est un inconnaissable absolu. On ne peut pas, on ne pourra jamais connaître la composition du Soleil. Quelques années après, on découvre la spectroscopie, c'est-à-dire que quand vous faites le spectre de la lumière, vous décomposez la lumière, comme avait fait Newton dans son prisme, vous avez toutes les couleurs en fonction de la longueur d'onde. On comprend que, évidemment, chaque couleur correspond à une longueur d'onde, la réfraction, tout ça, ça on l'avait compris avant. Mais on découvre les raies atomiques. On découvre que un atome bien précis absorbe de la lumière à une longueur d'onde, donc ça c'est en fonction de la longueur d'onde, si vous voulez, absorbe la lumière à des longueurs d'onde bien précises, ou en émet à des longueurs d'onde bien précises. Du coup, connaître la composition du Soleil, facile, regardez-le, c'est tout. Regardez-le en longueur d'onde, en fonction de la longueur d'onde, vous allez voir les fréquences qui montent, et ce pattern-là, ces points-là, comme ça, avec cet écart-là, ça c'est l'azote. Et vous regardez de combien c'est absorbé, vous dites, il y a tant de pourcents. Après vous allez mais ça c'est de l'or, ça c'est des... Et voilà. Et donc, en quelques années, il a été démenti complètement. Pourquoi? Parce qu'on a compris juste un truc super simple, mais quand même un peu élaboré, bien sûr, mais au fond super simple, c'est qu'en fait, chaque atome a sa propre signature. Alors du coup, vous commencez à avoir accès à la composition de ce que vous observez, le gaz, et puis du coup, vous voyez les mouvements, parce que si vous avez quelque chose qui émet ou absorbe de la lumière, vous pouvez repérer quels sont les éléments dedans, en voyant les raies d'absorption ou d'émission. Et si le corps est en train de se déplacer, s'éloigne de vous, ça fait du redshift, c'est-à-dire c'est l'effet Doppler. Vous avez l'ambulance qui s'éloigne, c'est plus grave que quand elle arrive, c'est plus aigu. Donc c'est très simple. Donc vous voyez ce pattern de raies qui va se déplacer vers le rouge, ou vers le bleu, suivant vers le bleu si elle se rapproche, vers le rouge si elle s'éloigne. Et du coup, vous allez commencer à pouvoir mesurer des vitesses d'objets qui seront super loin, où vous n'irez jamais. Donc d'un seul coup, plein de choses s'ouvrent. Et là, on commence à faire de la physique. C'est ça l'astrophysique, en fait. C'est le moment où on passe de l'astronomie à la physique du cosmos, parce que d'un seul coup, on a mis le doigt sur les processus physiques qui sont sous-jacents à l'émission de lumière. C'est toujours que de la lumière qui arrive. Et sauf qu'on comprend 2-3 choses, et on sait interpréter cette lumière. Alors la toute dernière chose que je voulais vous dire, et on s'arrête, c'est que dès lors que 3 ans après, 2 ou 3 ans après que Cassini détermine la taille du système solaire, on a Rømer, également à l'Observatoire de Paris, qui mesure la vitesse de la lumière. C'est complètement fou. D'abord, qui comprend qu'elle est très très grande, et qui la mesure en regardant les éclipses justement d'un satellite de Jupiter, Io, en l'occurrence. Vous avez la Terre, vous avez Jupiter, et vous avez Io qui passe derrière, qui passe dans l'ombre. Donc là, je vais déjà présenter en opposition, mais la Terre est là aussi. Donc vous voyez le moment où Io passe dans l'ombre de Jupiter. La lumière vient du Soleil, donc il y a un cône d'ombre derrière Jupiter. Vous voyez le satellite, là, il est très bien, puis là, vous ne le voyez plus parce qu'il est dans l'ombre, il est éclipsé, puis là, il ressort. Et puis, évidemment, c'est un mouvement périodique, donc vous regardez ce qui rentre, quand il sort, vous voyez le temps que ça prend, donc vous pouvez prédire à quel moment il va sortir. Et vous revenez N orbites plus tard, et bien, vous savez exactement à quel moment il va ressortir. Ouais, alors sauf que ce que remarque Rømer, c'est que, en fait, de temps en temps, c'est en retard. C'est-à-dire, il avait prédit que ça devait sortir à telle heure, et ça sort un peu plus tard. De temps en temps, c'est un peu en avance. Alors, en fait, ce qu'il comprend, c'est que ça met du temps. La lumière met du temps à venir de Jupiter jusqu'à la Terre, et que lorsque la Terre est là, dans son orbite autour du Soleil, ça met moins de temps que lorsqu'elle est là. Évidemment. Donc si vous regardez
entre l'entrée dans l'ombre et la sortie, vous avez un certain temps, quand vous êtes là, mais la prochaine orbite, en fait, la Terre sera plus loin. Alors, pas autant que ça. Mais elle sera un peu plus loin. Et donc, du coup, ça va être en retard. Par contre, si vous êtes de ce côté-là, vous vous rapprochez. Donc, ça va être un peu en avance, parce qu'il y aura moins de délai, si vous voulez, au moment de l'entrée dans l'ombre, quand on est là, et le moment de l'entrée dans l'ombre quand on est là. Donc, alors c'est très très faible, mais si vous cumulez ça sur 6 mois, dans ce sens-là, et 6 mois dans ce sens-là, vous allez voir un écart important. Et en fait, Romer constate un écart d'environ 20 minutes, 22 minutes, de là à là, et puis évidemment un rapprochement de 20 minutes. Il en déduit fort justement que 20 minutes, c'est le temps que met la lumière à parcourir un diamètre de l'orbite terrestre. D'accord. Donc en 1672-1673, Cassini obtient la distance Terre-Soleil. En 1675, Romer mesure la vitesse de la lumière. Alors il trouve, c'est un peu trop grand. En réalité, vous savez que la lumière met un peu plus de 8 minutes à venir du Soleil, donc ça ferait 16 minutes au total et pas 20. Il se trompe un peu. Enfin, c'est complètement dingue quand même. Donc il trouve à peu près 200 000 km par seconde. Vous savez que c'est quasiment 300 000 km par seconde. Et vous voyez qu'à partir du moment où on a pu donner une taille au système solaire, tout s'ouvre, quoi. Et donc, voilà, c'est assez extraordinaire. Alors, Cassini, qui est un génie total, je vous conseille plus d'aller à l'Observatoire de Paris. Il y a la rue Cassini juste devant, une toute petite rue, mais juste devant l'Observatoire. Cassini, qui est vraiment un immense, enfin, il a tout fait pour l'astronomie, en particulier pour l'Observatoire de Paris, n'a pas cru à ça. Malheureusement, Romer, qui était à l'Observatoire de Paris, il lui montrait ça, il ne croyait pas trop. Alors il faut dire que c'est pas si simple, parce qu'il y avait d'autres satellites de Jupiter et ça n'avait pas l'air de donner les mêmes résultats. Donc il a fallu mesurer la vitesse de la lumière d'une autre façon avec l'aberration des étoiles. J'espère avoir le temps de vous montrer ça. Bon, c'est pas grave, soit j'en dirai un mot la prochaine fois, soit vous regarderez ça par vous-même, hein, c'est Bradley. Qui mesure Bradley en 1725, donc plus tard quand même, qui regarde l'aberration des étoiles. Il cherchait autre chose. Là, peut-être en dire un mot, parce que je devrais parler de la parallaxe. Et je vais définir le parsec la prochaine fois, parce qu'on va ensuite on va partir sur les galaxies et d'autres échelles de distance, parce qu'on aura besoin de cette unité du parsec qui est liée à l'unité astronomique et à la parallaxe. Je vais en dire un mot la prochaine fois. Bon, je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Est-ce que vous avez des questions pressantes? Non? C'est bon? Ok, eh bien, alors à lundi prochain, on fera un peu plus d'astrophysique, de mettre de la physique derrière ces mesures.